Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter dans cette vidéo la carte mère de chez Asus TUF, la B760M BTF Wi-Fi D4. Une carte mère au format micro ADX qui pourra supporter donc les processeurs de 12e, de 13e et de 14e gen en fonction bien évidemment des mises à jour BIOS, mais qui embarque la nouvelle technologie BTF de chez Asus. Vous allez voir, c'est quand même assez spécifique et assez sympathique à utiliser. Bref, cette carte mère m'a été envoyée donc par Asus, merci à eux, et c'est grâce à eux que du coup je peux vous présenter cette carte mère et je vais pouvoir aussi vous en présenter d'autres, mais je reste à 100% objectif sur cette dernière. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on va directement attaquer par la partie unboxing. Après je vais faire la partie tour du propriétaire avec toute la partie connectivité et technologie de cette dernière. Puis enfin le test donc physique et réel de savoir est-ce qu'elle peut tenir justement les plus gros processeurs, donc testé avec un 12900K. Puis une conclusion sur les points positifs, les points négatifs de cette dernière et un aspect tarification. Est-ce qu'à la fin je vais pouvoir vous la conseiller? Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et sur ce, on va directement attaquer par l'unboxing de cette belle carte mère. C'est parti! Pour la partie unboxing, c'est très simple. Cette carte mère, finalement, on reste donc sur la gamme TUF. TUF ne fait pas finalement, en fait, dans le côté Asus, de packaging ultra poussé. D'accord? On reste sur quelque chose vraiment de très sobre. Quand vous l'ouvrez, vous allez pouvoir retrouver donc une belle petite antenne Wi-Fi juste ici. Donc ça, on va la mettre de côté. Hop, ici, on va retrouver donc notre chère carte mère. Hop, que je vais elle aussi mettre de côté. Et à l'intérieur, on va pouvoir retrouver donc ici deux vis et deux plots pour la partie donc fixation M.2, une fixation et deux fixations donc antidérapant pour la partie M.2 aussi, deux câbles SATA, notice. Donc à l'intérieur, on va pouvoir retrouver les différentes notices ainsi que donc des stickers en plus et tout l'aspect donc garantie et certificat d'authenticité. Donc autant vous dire qu'on a finalement pas grand chose, mais d'un côté, est-ce qu'on a besoin de plus? Non, pas réellement. Et donc on va mettre la boîte de côté et on va s'atteler directement à la carte mère. Et voilà, vous avez pu le voir finalement avec l'unboxing, on se retrouve sur un unboxing qui est quand même très simple. En même temps, c'est normal, on n'en demande pas plus de TUF et justement TUF se concentre beaucoup plus sur la partie robustesse et sur la partie performance de leurs produits, et ça c'est quand même très agréable de le voir aujourd'hui. Cependant, qu'est-ce qu'elle a réellement dans le ventre? Qu'est-ce qu'elle peut nous proposer? Est-ce que du coup le chipset B760 est un bon chipset finalement pour les 12e, 13e et 14e gen de processeurs Intel? C'est ce qu'on va voir juste après le tour du propriétaire de cette dernière et la partie connectivité. Pour l'aspect connectivité, ça va être très simple. Cette carte mère permet de pouvoir positionner donc des processeurs de 12e, de 13e et de 14e gen en fonction des mises à jour BIOS. Au niveau de la RAM, on va être sur de la RAM en DDR4, capacité du coup maximale de 128 Go. Au niveau de la partie donc connectivité pour tout ce qui va être stockage, vous avez 4 ports SATA en 6 gigabits la seconde. Puis après, vous avez donc 3 ports SSD NVMe, donc là cette fois-ci en PCI Gen 4. Vous allez pouvoir retrouver pour l'extension donc carte graphique un PCI Gen 5 directement géré, et puis après du coup un PCI Gen 4 en 16X et un second donc en x1. Et au niveau de la partie globale de connexion arrière pour la partie ventilateur, vous allez pouvoir retrouver 3 connecteurs donc ARGB puis un connecteur donc RGB, 2 USB en interne, un USB 3, un USB type C, 4 branchements donc SATA, 6 PWM, puis après une prise connectique Thunderbolt interne et bien évidemment le câblage donc du front panel USB et audio. Donc clairement on reste quand même sur une carte mère qui est quand même assez bien équipée. Au niveau de la connectivité arrière, maintenant celle qui est disponible uniquement donc pour la partie utilisateur, qu'est-ce qu'on y retrouve? On va pouvoir y retrouver donc un DisplayPort plus un port HDMI. Vous allez pouvoir retrouver un petit bouton Clear CMOS, donc ça c'est quand même très agréable. 3 USB donc en 2.0, puis deux USB 3.1, puis 3 autres USB en format type C en 3.2 Gen 2 et un autre USB donc en 3.2, un port Ethernet donc 2,5 GHz, une antenne donc 2 ports en fait pour la partie antenne Wi-Fi en Wi-Fi 6, puis du coup les connectiques donc micro, line out et line in pour la carte son. Clairement on se retrouve à avoir quand même un IO Shield qui est quand même bien équipé. C'est quand même dommage quand même pour une carte mère appelée Back to the Future finalement de se retrouver encore une fois avec des USB 2.0, mais simplement que pour ce type de carte mère là et surtout pour cette gamme en termes
termes de tarification, avoir une carte mère qui ait autant d'USB aussi et qui permet de pouvoir aussi avoir autant d'USB et type C, c'est pas n'importe quoi et c'est quand même très agréable. Les USB type C que vous avez à l'arrière donc ne sont pas des Thunderbolt, donc on va se retrouver avec une capacité maximale allant jusqu'à 20 gigabits seconde, donc ça reste largement bon et largement utile pour 90% des usages. Donc clairement pour moi ça reste une carte mère qui aujourd'hui d'un point de vue configuration physique pourrait être utilisée dans n'importe quel type de config, que ça soit de la productivité ou que ça soit de l'aspect gaming ou de la partie bureautique, même si bureautique je pense que ça sera un peu dommage d'utiliser ce type de carte mère là pour ça. Clairement elle fera le taf et là on sera vraiment sur quelque chose qui est bien équipé. J'en ai parlé plusieurs fois et vous avez peut-être remarqué finalement qu'est-ce que ça veut dire BTF. Le BTF c'est tout simplement une nouvelle gamme de connect que vous allez pouvoir retrouver de chez Asus, donc c'est le nom que Asus a donné à leur carte mère et ça veut tout simplement dire Back to the Future et donc comme le film tout simplement, et ça permet tout simplement d'avoir donc toutes les connectiques à l'arrière de la carte mère. Connectiques câble toutes non, pas réellement. Là sur ces gammes là et sur les gammes TUF en moyenne vous allez pouvoir retrouver toutes les connectiques câblées de façon globale sauf celle de la carte graphique. Alors pourquoi? Et finalement c'est un choix qui paraît un peu logique, on est quand même sur des cartes mères qui sont en milieu de gamme voire sur de l'entrée en fonction, qui se veulent avec un placement tarifaire donc finalement j'allais dire quand même bien placé, alors que du coup les cartes graphiques BTF elles au contraire va être beaucoup plus sur des gros modèles et notamment par exemple chez des ROG on va quand même peu retrouver de BTF sur les déclinaisons ProArt ou TUF directement, ce qui fait que d'un côté on n'a pas la connectique BTF au niveau de la carte graphique et donc au niveau du slot PCI Gen 5. Certaines cartes mères l'ont mais beaucoup plus, donc par exemple sur du ROG on va aussi retrouver des Prime, vous en avez en fait aussi qui l'ont, mais en tout cas ça reste vraiment là destiné à l'entrée j'allais dire du coup en fait de gamme et aux premières cartes mères BTF. Mais alors concrètement le BTF ça consiste à quoi? Le BTF ça consiste à avoir tous les connecteurs à l'arrière. En soi vous allez me dire ouais ils ont juste changé de sens en fait les soudures et c'est fini. En réalité c'est beaucoup plus que ça et je pense qu'il fallait y penser, c'est aussi pour ça que MSI ont sorti en fait leur même génération de cartes mères mais pas appelée BTF mais appelée Project Zero. C'est tout simplement que d'un point de vue visuel au niveau d'une configuration déjà on n'aura plus de câbles visibles sauf ceux de la carte graphique et de votre système de refroidissement en fonction de ce dernier, mais sinon il n'y a presque plus rien de visible, ce qui fait que d'un point de vue esthétique, et c'est là l'une des fonctions j'allais dire principales du BTF, c'est que vous ne retrouvez strictement plus rien en aspect visuel dérangeant par du câblage, donc ça c'est quand même assez cool. Là où moi je vois en fait un des très gros avantages du BTF à l'heure actuelle, c'est pour tous ceux qui sont novices dans le montage du PC, parce que c'est un puzzle, c'est un jeu d'enfant de pouvoir monter en fait une configuration quand on est sur du BTF. Alors vous allez me dire pourquoi. Comme là vous pouvez le voir à l'image, vous avez un boîtier donc qui était le Asus A21 directement, donc qui est un boîtier compatible BTF. Vous avez toutes les connectiques qui sont présentes devant vous, ce qui fait que vous qui n'avez jamais monté par exemple de configuration, vous vous retrouvez en fait avec ça, vous vous retrouvez avec tous les connecteurs de l'alimentation, connecteurs en fait de ventilateur ou autre. Vous avez juste besoin, sans avoir besoin de vous poser la question de savoir où est-ce que c'est, comment je fais passer mon câblage et ci et ça, de brancher. C'est tout simple. Vous venez simplement brancher, hop, l'alimentation, vos ventilateurs, la partie RGB, une autre alimentation, l'USB type C, l'USB type 3. Tout est en format du coup spécifique, donc on peut pas se tromper non plus de sens ou autre à chaque fois que vous avez des trompeurs ou des marquages. Vous venez tout brancher et c'est terminé. La seule chose où vous pouvez encore du coup vous embêter finalement qui n'est pas normé, c'est pour le front de panel pour le boîtier. Sinon, tout le reste, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très peu mis en avant quand on regarde les différentes vidéos de présentation sur du BTF, c'est que ça offre finalement une facilité de montage qui est quand même assez agréable et qui permet justement à n'importe qui de pouvoir monter en fait son PC sans avoir besoin de s'embêter. Là où c'est quand même le point négatif, et on va rentrer directement dans le point négatif du côté BTF, c'est qu'il faut avoir tout simplement un boîtier compatible. Et c'est en fait, en gros, ça va être vraiment le côté négatif, c'est qu'il faut avoir des boîtiers compatibles. Vous en avez quand même plusieurs, on va retrouver d'ailleurs notamment beaucoup de boîtiers en fait chez Corsair qui ont fait quand même pas mal de beaux boîtiers donc compatibles avec du BTF. Vous allez pouvoir retrouver ces boîtiers et certains boîtiers aussi directement chez MSI. D'ailleurs, je vous avais présenté le panneau 110R. Autant vous dire que ça, ce sont des boîtiers de nouvelle génération qui accueilleront finalement le BTF comme d'autres. Là où c'est quand même un point négatif, c'est que finalement ça va être un point négatif mais beaucoup plus concerné pour les constructeurs de boîtiers, parce qu'au niveau du câblage, en fonction de si le constructeur a bien pensé ou non en fait son câblage, et finalement vous pouvez vous retrouver avec un type C qui est droit comme ça, qui fait 3 à 4 cm et la porte du boîtier qui va venir le racler, et donc on a finalement un risque d'abîmer beaucoup plus en fait aisément ces composants. D'autant plus que là à l'heure actuelle je manipule donc cette carte mère là à la main, mais j'y fais quand même très attention. Mais le fait d'avoir les connectiques aussi à l'arrière, on peut plus réellement, si je peux dire ça, poser sa carte mère comme ça sur une table parce que vous avez les connecteurs derrière. Donc ça c'est juste pour le début. Je vous dirais que
que finalement la première étape à faire dans un montage à ce moment-là avec ce type de carte mère là, c'est de positionner directement la carte mère dans le boîtier et après de pouvoir y mettre donc processeur, RAM, SSD et après faire l'aspect câblage. Mais voilà, ça va être juste pour ça, moi en fait le côté un petit peu point négatif qu'on va pouvoir retrouver sur cette carte mère là, ou en tout cas sur la partie technologie BTF. Maintenant, je pense qu'on va passer au test et je pense que c'est ce qui vous intéresse aussi directement, de savoir ce qu'elle vaut et ce qu'elle a réellement dans le ventre et qu'est-ce qu'elle vaut directement. Ces tests, je les ai déjà fait, je vais vous les présenter juste après. Au niveau de la partie protocole de test, donc j'ai testé sur un 12900K. Au niveau du kit de RAM, on était sur un kit de 16 Go, donc Xone Fury Beast en 3600 MHz. Donc là, en fait, de kit, j'allais dire tout ce qu'il y a de plus classique vis-à-vis du coup de la RAM. Et au niveau de la partie run directement, et j'ai tout simplement testé donc le processeur à stock sur un OCCT pendant 1 heure et on va relever à température différentes VRM et la stabilité du processeur au niveau des tensions. Puis après, on va pouvoir aussi faire un petit stress test finalement avec un rendu sur Premiere Pro où là je l'ai fait tourner pendant 1 heure. Puis après 1 heure en gaming directement sur Cyberpunk en 1080p pour voir justement ce qu'on pouvait faire un petit peu stresser en fait le pros et voir ce que ça donne physiquement en jeu sur la partie VRM. Donc je vous passe les différents résultats et on se retrouve juste après. C'est parti. Avant d'attaquer par la partie résultats des températures des VRM, on va quand même rentrer un petit peu dans la partie un peu plus technique, mais je vais la survoler. Si vous voulez vraiment plus de détails et qu'on aille plus profondément pour les prochaines vidéos de carte mère, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Au niveau du PCB, on est sur un PCB de 6 couches, donc ça reste largement ok. On s'attend pas non plus à plus, on reste quand même sur une carte mère donc en B, avec un chipset donc B. On se retrouve quand même aussi avec une carte mère milieu de gamme, donc ça se comprend. Au niveau des VRM, on a 12 VRM plus une, donc DRMOS. Cependant, elles sont placées donc en parallèle, ce qui fait qu'on a réellement que 6 utilisations, donc 6 duos en fait à la sortie. Au niveau du MOSFET, on est sur un 50A à la sortie. Donc clairement, ça reste ok, ça reste, j'allais dire, classique et normal. Cependant, déjà là, juste au vu des caractéristiques, on sait que ça sera pas une carte mère, mais si le chipset ne le permet pas réellement, pour pouvoir faire de l'overclocking, pour pouvoir monter réellement en fait en tension et pour pouvoir à ce moment-là augmenter en fait nos fréquences. Et c'est vrai qu'on va quand même plutôt avoir une carte mère qui va, je pense, être plus adaptée pour des processeurs finalement de milieu de gamme d'un point de vue performance. Et c'est ce qu'on va voir avec l'aspect température. Donc tous les tests ont été effectués pendant 1 heure. Vous avez la température maximale obtenue au bout d'1 heure de test. Donc Cyberpunk, ça a été tout simplement du jeu pendant 1 heure de façon classique en 1080p. Pour Adobe Premiere Pro, c'est une vidéo qui a été rendue avec plusieurs effets, avec du motion, etc. à l'intérieur. Donc une vidéo quand même assez lourde et un projet assez lourd qui au niveau du rendu dure à peu près 1 heure sur en fait une configuration donc avec le 12900K et une 6900 XT afin de pouvoir justement un peu vous donner un ordre d'idée. Au niveau d'OCCT CPU, c'est le stress test que vous avez sur la partie CPU classique. Et après, je me suis dit que j'allais quand même pousser un petit peu dans les derniers retranchements avec un R23. Et c'est là où on se rend compte qu'au niveau des températures, c'est pas non plus génial sur un i9. En jeu et en productivité, en jeu vous avez 47 degrés, ça va. En productivité, on a les 58 degrés sur les VRM, ça va. Il n'y a pas réellement en fait de danger, il n'y a pas réellement de problématique. Ça fait le taf sans aucun problème. Mais dès qu'on va chercher quand même à stresser le processeur et aller dans ces derniers retranchements, comme par exemple avec OCCT CPU, on atteint presque les 80 degrés, on est à 79 degrés, ça reste quand même élevé. Et là, si on va sur R23, là par contre, on a quand même un souci, c'est qu'on atteint 96 degrés. 96 degrés, c'est quand même très élevé. Après, ça peut se comprendre. Il faudra justement, pour pouvoir contrer ça, avoir un système de refroidissement qui soit vraiment beaucoup plus pertinent. Je tiens quand même à rappeler que là, le test que j'ai effectué, c'est sur une table de bench compatible BTF qui me permet de pouvoir le faire. Donc, je n'ai aucun flux d'air, j'ai aucun système de refroidissement qui vient finalement améliorer ou qui vient dissiper la température qu'on va pouvoir avoir sur les rades de la carte mère. Donc, dans un boîtier, vous n'aurez pas ces résultats. On aura des résultats un peu plus faibles, mais pas non plus faibles de 15 degrés. Loin de là, on sera plutôt dans l'ordre des 2 à 3 degrés de différence. Après, d'un point de vue physique et d'un point de vue global, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence que cette carte mère là, même si elle pourra tenir un i9 sur un 12900K, comme là par exemple pour du gaming ou en fait pour de la productivité, de la partie créative, si on va aller chercher plus loin et qu'on va vraiment aller sur les tâches de rendu, notamment par exemple avec de la modélisation 3D, du calcul de points, ou qu'on va aller chercher vraiment sur des choses très spécifiques et qui poussent en fait les i9 dans leur dernier retranchement, malheureusement ça sera peut-être pas la carte mère qui sera plus adaptée. J'ai pas de comparatif à fournir avec d'autres cartes mères, ça viendra en fait au fur et à mesure des tests, mais c'est vrai que là malheureusement on a quand même des températures qui sont assez élevées malheureusement, et on atteint vite en fait cette limite de température, même si au niveau des tensions ça reste quand même assez fort. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez un peu plus de détails, si vous voulez des graphiques sur les tensions
attention effectuée par test et qu'on détaille et que je détaille vraiment tous les tests au fur et à mesure, n'hésitez pas à me le dire. Là j'essaye de rendre la partie résultat vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus attractive pour tout le monde et que ça puisse être compréhensible pour tous. N'hésitez pas à ce moment-là si vous voulez qu'on rentre beaucoup plus dans le technique, quitte à même voir du coup en fait des vidéos de test que je puisse vous poser directement en non répertorié par carte mère juste en dessous des vidéos. Ça peut être une idée. Bref, j'en ai déjà trop dit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis nous on va tout simplement passer à la conclusion. C'est parti. Et voilà, vous avez pu le voir avec les différents résultats. Finalement, j'ai pas vraiment le comparatif. Donc en soi, je peux pas vous dire en fait dessus c'est la meilleure carte mère ou autre en fait dessus parce que j'ai pas non plus de comparatif sur ce chipset là sur en fait d'autres cartes mères. Ça va venir. D'ailleurs, vous allez en voir plusieurs en fait qui vont arriver au fur et à mesure, que ça soit l'Asus mais que ce soit aussi d'autres marques. D'ailleurs, merci à Omar qui m'ont fait confiance pour les tests de carte mère. Mais en soi, au niveau des performances, on se retrouve avec des performances qui sont plus que correctes. Il y en a pas du coup une chauffe excessive. Les dissipateurs font bien leur travail. On a une température qui est quand même en fait assez stabilisée. Au niveau des tensions, on n'a pas de soucis en fait dessus. Leur VRM fonctionne bien, même en stress test. Donc clairement pour moi, ça reste une carte mère qui pourra accueillir en fait bien évidemment donc des processeurs assez gros, notamment que ça soit en fait des i7 ou des i9. Même si d'un côté pour la partie i9, on va quand même arriver à une certaine limite et que je pense que ça sera pas la meilleure carte mère qu'on va pouvoir avoir en fait à ce moment-là et que ça sera beaucoup plus adapté pour donc des processeurs de milieu de gamme d'un point de vue performance, donc i5 et i7. Hop, avant que tu t'excites en commentaire, je tiens quand même à préciser une chose et je le vois là maintenant parce que j'étais pas du tout clair et je le vois au niveau du montage, tout simplement parce que là à l'heure actuelle je vous dis que les résultats sont finalement ils sont bons, ils sont corrects, mais je parle bien quand c'est un résultat donc ciblé sur la gamme de vente du produit, c'est-à-dire ciblé sur des processeurs donc de milieu de gamme d'un point de vue performance et surtout pour un usage gaming et applicatif. En applicatif, on va beaucoup plus utiliser la carte graphique pour tout ce qui va être rendu. En gaming, pour du 1080p, on va utiliser certes le processeur et sur les définitions supérieures, on va utiliser la carte graphique. Et au final, quand on regarde les performances que l'on a sur Premiere, comme les performances que j'ai pu obtenir par exemple sur Cyberpunk au niveau des VRM, les températures sont plutôt bonnes, il n'y a rien d'alarmant et on reste sur quand même quelque chose et du coup qui est qualitatif et qui est présent. C'est là où je veux justement en fait en venir. Certes, la carte mère pourra supporter des processeurs comme des i9 ou comme des i7, même si je ne le recommande pas en fait à ce moment-là parce que justement la carte mère va brider les performances de ces derniers. Mais pour un i5 ou même pour un i7 en fonction de ce que c'est, mais pour un i5 ou pour un i3, vous pouvez y aller largement. Du coup, on sera sur de très bonnes cartes mères et ça sera du coup un usage qui sera pertinent. Voilà, petite précision en fait, je vous laisse avec le reste de la conclusion. Clairement pour moi à l'heure actuelle sur cette carte mère là, j'ai quand même peu de choses à dire d'un point de vue défaut parce qu'elle est quand même bien équipée. TUF a fait un énorme progrès finalement sur en fait l'équipement de leur carte mère, sur la partie performance, sur la partie fiabilité. Le défaut que je vais pouvoir retrouver directement à ça et à cette carte mère, dans un premier temps ça va être son aspect tarification et dans un second temps ça va être le côté BTF. Alors c'est bien le BTF, c'est une nouvelle technologie, c'est cool, mais ça vous oblige finalement à avoir donc un boîtier compatible. Les boîtiers compatibles, il y en a peu. Le design de ces boîtiers là, ils sont pas non plus tous en fait extravagants ou ils sont pas non plus tous en fait génériques si on peut dire ça. Ce qui fait que dans votre choix, même si aujourd'hui avec le Computex on en a vu quand même pas mal, le choix reste quand même assez limité sur le marché et dès qu'on veut partir sur ce type de carte mère là, finalement on va réduire quand même pas mal notre choix au niveau des boîtiers. Mais surtout que ce sont des boîtiers qui sont pas non plus du coup on va à 80 €. On va vite monter en termes de tarification pour beaucoup d'entre eux. Là où ça va être intéressant et ça va être quand même beaucoup plus en fait j'allais dire avantageux aussi, c'est l'aspect ergonomie et usage au niveau du montage. C'est vraiment très cool et ça va être l'avantage pour moi principal du BTF en plus du côté esthétique, mais clairement l'avantage c'est la façon de monter qui sera beaucoup plus simple pour moi. Autre point négatif, c'est l'aspect tarification comme je l'ai dit, parce que d'un point de vue tarification, cette carte mère là on la retrouve aux alentours des 180 € sur Amazon. Vous l'avez sur les sites, les revendeurs les plus chers finalement aux alentours des 250 € à 260 €. Alors là clairement c'est exagéré, surtout pour la DDR4 aujourd'hui, ça vaudrait pas le coup, mais est-ce que je peux vous la conseiller? En soi en DDR4 peut-être pas aujourd'hui. Vous avez sa grande sœur en DDR5 qui est 10 € plus cher sur Amazon. Bon, si vous avez déjà un kit de DDR4, que vous étiez sur un 10e gen, que vous venez de passer avec les promotions par exemple sur un 12e ou sur un 13e gen, parce que vous souhaitiez en fait à ce moment-là partir sur la nouvelle architecture, que vous voulez pas passer sur la DDR5, oui ça sera l'une des meilleures options et des meilleures cartes mères par exemple du marché que je vais pouvoir vous proposer, qui sera du coup en fait ultra polyvalente et qui permettra finalement de pouvoir avoir et supporter n'importe quel, j'allais dire processeur comme j'ai dit juste avant, peut-être pas sur des i9 parce que ce sera pas à 100% adapté, mais pour des i5 et pour des i7 sans aucun problème, 12e, 13e et 14e gen, vous pourrez bénéficier de tout l'aspect en fait technologique, que ça soit du PCI Gen 4 pour les SSD, du PCI Gen 5 aussi
pour le PCI, vous avez du coup en fait toutes les connectiques USB Type C. Vous vous retrouvez avec finalement une carte mère qui est très bien équipée, qui est très bien optionnée. Donc pour moi, c'est dans le choix uniquement où vous avez choisi de faire une upgrade sur de la 12e et 13e gen et que vous ne voulez pas ou que vous n'avez pas le budget par exemple pour pouvoir partir directement sur des RAM en DDR5. Ce qui fait que pour moi à l'heure actuelle, le frein à l'achat en fait de cette carte mère, c'est son côté BTF pour l'aspect boîtier. Donc voilà, clairement pour moi ça va être un petit peu ma conclusion. Aujourd'hui, si je peux vous le conseiller, oui, ça reste une bonne carte mère, ça reste un bon produit très bien optionné et j'aurai aucun problème en fait à vous la conseiller directement. D'ailleurs, je vous mets directement en description donc le lien donc vers la version DDR4 mais aussi vers la version DDR5, donc vous avez directement les liens en description, version Wi-Fi comme la version non Wi-Fi aussi avec un prix qui va réduire en fait à ce moment-là. Mais sinon, clairement pour moi, j'ai aucun problème à vous la proposer, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite carte mère et dites-moi aussi en même temps dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de la vidéo en elle-même. Qu'est-ce que vous en avez pensé du déroulé? Est-ce que ça vous convient du coup en fait ce type de présentation? Est-ce que vous souhaitiez avoir une présentation peut-être un peu plus précise, un peu plus technique, on rentre dans le détail par exemple des chipsets ou autres à chaque fois? Bref, n'hésitez surtout pas à me le dire directement en commentaire. Si vous avez des questions, allez-y aussi en commentaire ou sur mes différents réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description. Et puis tant que vous y êtes à ce moment-là, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. C'est ce qui me encourage énormément à vous produire du contenu et justement à pouvoir tester et à aller du coup sur de nouveaux produits hardware. Donc n'hésitez surtout pas, ça me fait vraiment plaisir et ça me permet vraiment du coup de pouvoir en fait aussi m'encourager. Donc ça c'est pour moi le must et c'est ma meilleure récompense. Je vous mets le lien des produits directement aussi en description. Donc si vous êtes intéressé par la version DDR4 Wi-Fi, non Wi-Fi ou la version DDR5 Wi-Fi, non Wi-Fi, bref, je vous les mets aussi en description. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!